Mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque lundi, comme chaque jour, du lundi au jeudi pour discuter politique dans le vif du sujet. Je suis ravi de vous accompagner avec toute l'équipe qui est avec moi aujourd'hui. Alors, ici à la réalisation, Hana Ben Ma'alem à la coordination, Enis Morey côté micro, c'était dans l'air depuis quelque temps. Suite à la déclaration donnée par le fondateur lui-même, et c'est maintenant officiel, Ahmed Najib Chebi vient de lancer son énième parti le mercredi 22 novembre. Baptisé le mouvement démocratique et arborant l'emblème de l'épi, ce nouveau parti est le 218e que comporte le paysage politique tunisien et se déclare du centre de l'échiquier politique. Rassemblant autour de lui quelques personnalités politiques à l'instar de Silaz Herbali, Ayad Loumi ou encore Mounia Mqaddam et Mohamed Gahbish, Ahmed Najib Chebi souhaite, à travers ce nouveau-né, rassembler la famille démocrate d'après lui. Ravi d'accueillir ce matin sur les ondes d'RTCI, c'est Ahmed Najib Chebi, militant, homme politique tunisien et fondateur du nouveau parti, le Mouvement démocratique. Sid Ahmed, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur RTCI. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Pourquoi avoir fondé un nouveau parti aujourd'hui? Bonne question. La situation dans le pays est grave. Nous n'avançons pas sur le plan économique et les tensions sociales perdurent. Et nous vivons un grand vide politique. 83% des Tunisiens rejettent les partis politiques et comptent même ne pas participer aux prochaines élections. Pourtant, les Tunisiens ont choisi d'être libres, maîtres de leur destin. Et donc, immanquablement, ils seront de nouveau appelés à choisir leur gouvernant. Il faudrait leur proposer une alternative. L'équipe actuelle, qui a gagné les élections de 2014, elle a lamentablement échoué, elle a déçu les Tunisiens, elle a même tué leur rêve. Le Tunisien n'a plus de rêve aujourd'hui. Il est apathique, politiquement parlant. Il est déçu et il n'a plus grand espoir. Alors, il faut lui donner l'espoir et c'est le sens de notre initiative. Le rassemblement de la famille centriste, démocrate et sociale n'est qu'un moyen pour redonner confiance aux Tunisiens et lui proposer une alternative humaine et politique différente. Le parti républicain n'est plus adapté à vos idées et principes? Non, vous savez, j'ai pris une petite retraite. 3 ans. C'était plus un repos du guerrier qu'une retraite au sens plein du terme. J'ai passé beaucoup de temps à lire, à méditer, à réfléchir, à suivre les événements. Et je me suis posé la question, est-ce que la nouvelle alternative pourrait être portée par l'un des partis existants, dont le Jumhouri, ou est-ce que les forces démocratiques, qui jusqu'à présent n'ont pas réussi à capter l'intérêt public, elles ne seraient pas partie de la solution et non pas elles-mêmes la solution. Et la réponse était oui, il faudrait une initiative beaucoup plus large qui pourrait englober toutes les forces existantes, mais ce n'est pas dans la coquille de l'une de ces formations que la Tunisie va trouver la solution à ses problèmes. C'est le sens de cette initiative indépendante des partis existants, tout en leur tendant la main et en les appelant à collaborer ensemble pour un avenir meilleur pour les Tunisiens. En faisant un focus sur l'histoire depuis 2011, Ahmed Najib Chebi a été au cœur du dispositif politique tunisien. Vous avez été à la tête du PDP, un parti donc militant depuis donc l'ère de la dictature. Vous aviez aussi un journal qui était très suivi, de l'opposition également. En 2011, vous avez été, je dirais, au paroxysme de votre carrière politique et vous avez chapeauté des leaders aujourd'hui qui sont même dans le gouvernement. Alors certains disent si Ahmed Najib Chebi, lorsqu'il était au meilleur de sa forme politique, on va dire, n'a pas réussi peut-être à fédérer et à gouverner ce pays. Pourquoi il réussirait aujourd'hui? Je souhaiterais introduire une nuance entre une campagne électorale qui pourrait être gagnée ou perdue, et l'échec politique, notamment, vous avez évoqué l'échec à gouverner et à gérer le pays. Moi, je pense que les forces qui ont gagné les élections de 2011 et de 2014, ce sont elles qui ont fait preuve d'échec politique lamentable. La Troïka a été chassée du pouvoir suite à un mouvement de rue et à travers les urnes. Actuellement, l'état de déception lui-même est une preuve prévaut donc dans le pays, de l'échec politique de ceux qui ont gagné les élections. Donc il y a une nette différence entre gagner des élections et
échoué politiquement. J'estime que la perte des élections à deux reprises, mais il faut relativiser. En 2011, nous n'avions pas eu les 60 députés et plus que nous espérions et que les sondages nous donnaient. Nous avons eu quand même 17 députés, ce qui équivaut actuellement à ce qu'a le Front populaire. On ne peut pas parler d'échec. Donc c'est relatif. Non, je parle d'échec par rapport donc à l'aura qui a été donnée à Ahmed Najib Bechebi, au sondage qui avait donné à l'époque, je me souviens, Ahmed Najib Bechebi au coude à coude avec le parti Nahda. Puis je me rappelle au mois de juin-juillet, donc vous étiez au coude à coude en 2011 avec le parti Nahda. Absolument. Vous avez été, je dirais, le fédérateur de tout le bloc centriste et de tous ceux qui avaient peur à cette époque-là de Nahda. Mais puis donc ces estimations-là, ces sondages, donc se sont fondu comme donc de la neige dans le soleil. Oui. Écoutez, il y a eu plusieurs facteurs. Oui. Ça serait long de s'arrêter sur l'ensemble. Non, mais je parle de votre capacité à fédérer, c'est ça la question. En 2011, j'ai fait preuve d'une capacité à drainer des forces et à les fédérer. Le PDP avait en 2011 55 000 adhérents, ce qui était une bonne performance. Donc ce n'est pas la capacité d'unir, c'est l'échec électoral, l'incapacité à gagner les élections malgré l'appui que j'ai eu en 2011. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a eu une diabolisation dans tous les médias, les réseaux sociaux, etc., en partant de choses vraiment futiles, comme une campagne d'affiches. Et on a vécu en 2014 des campagnes qui n'étaient pas très réussies non plus sur le plan com, Sidar. Je vais y revenir. Il y a eu la diabolisation, il y a le report des élections de juin. Nous avions fixé le cap sur juin et nous avons mis toutes nos forces. Et nous avons vécu le report comme une cassure. Ça a contribué. Ensuite, il y a eu des déficits de communication. Nous n'avons pas pu faire passer le message aux Tunisiens qu'ils ont compris par la suite. Quel était notre message? Ne votez pas pour Nahda, elle n'a pas de programme, elle a des tendances hégémonistes, votez pour nous. Les gens nous disaient, mais pourquoi menez-vous une campagne contre des gens qui étaient les victimes de la répression, etc. Après les élections, ils ont amèrement regretté leur choix. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la substance politique de ma proposition qui est à mettre en cause, mais les manières de la communiquer. Et depuis 2011, nous avons beaucoup appris et je me ferai aider par des spécialistes en communication pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors, aujourd'hui, vous remarquez, comme tout le monde, qu'il y a un émiettement des forces centristes dans le pays. Alors, le vote utile a complètement laminé, je dirais, certains partis. Dans le parti républicain, le front centriste est en train de se rebiffer aujourd'hui, de se remettre donc sur selle avec une initiative qui vient de voir le jour, cette fusion entre les partis, l'Alliance démocratique et puis Tayar démocratique. À mon sens, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de rallier déjà un front ou une alliance déjà mise sur orbite que de contribuer grâce, je dirais, à l'aura d'un militant politique d'envergure comme vous l'êtes, donc dans cette configuration-là? Qu'est-ce que vous en pensez, Sidar? Tout en félicitant Tayar Démocrati de sa fusion avec le Tahalf Démocrati ou ce qu'il en reste, je ne crois pas que Tayar représente aujourd'hui le pôle alternatif de la vie politique nationale. Il en fera certainement partie et je lui tendrai la main, mais je crois qu'il faut chercher une initiative beaucoup plus large et qui engloberait à côté du Tayar d'autres forces démocratiques et centristes. Je crois que il y a l'échiquier, il y a les populistes de gauche et de droite et qui ne sont pas concernés par le projet centriste. Ces forces ne se reconnaissent même pas dans le centre. Il y a d'autres forces qui se prétendent centristes, qui sont des forces droitières. Je parle de Nahda et Nida. Le reste, c'est une mosaïque qui se réclame du centre démocrate et social. Effectivement, le discours est le même. La plateforme théorique, idéologique est la même. Maintenant, il y a une unité politique à construire. Et sur la base de quoi? Il faut que les centristes démocrates et sociaux se positionnent clairement dans la perspective de l'alternative.
est-ce qu'ils sont dans l'alternance, dans l'alternative par rapport à l'équipe qui est actuellement au pouvoir, ou est-ce qu'elles sont plutôt avec elle? Donc, on ne peut pas s'unir si on est divisé sur ces questions. Lorsqu'on parle de Takata, lorsqu'on parle de Taïwan, lorsqu'on parle donc des partis qui se proclament clairement dans l'opposition, Siddharth. Oui, mais lorsque nous parlons des centristes, nous n'arrêtons pas à cela. Oui. Les centristes incluent FR. Quelle est la position de FR? Centre-droite, hein. C'est des centres-droite plutôt proches des libéraux aussi, hein. Vous pouvez le dire. Oui. Vous pouvez le dire. Je pense qu'ils assumeraient cette étiquette. Vous avez le Machilois qui, dans le discours, est centre et même, on pourrait dire, centre-gauche. Des transfuges de Nidé. Nidé, c'est un parti conservateur à obédience libérale aussi. Écoutez, d'abord, il faut nous entendre sur le concept libéral. Si par libéral, on parle d'économie de marché, nous sommes tous dans l'économie de marché. Si par libéral, on entend ouverture à l'économie mondiale, nous sommes tous dans l'ouverture de l'économie. C'est la question sociale. Est-ce que nous sommes pour la préservation du pouvoir d'achat, son développement? Est-ce qu'on est pour l'équité, pour l'égalité de chance, etc. C'est une fibre sociale qu'on a à des degrés divers. Il n'y a pas de force qui monopole le cœur. Mais c'est une fibre qu'on a plus ou moins. Donc, pour revenir au centre, à mon avis, il ne suffit pas qu'il ait le même discours sur le plan, sur le projet social, parce que là, on n'a aucune divergence. Maintenant, il s'agit de présenter une alternative au peuple tunisien qui se fonde sur un bilan très négatif de l'équipe actuellement au pouvoir. Lorsque je dis équipe actuellement au pouvoir, je parle de l'alliance entre Narda Nidé, qui est devenue une nouvelle troïka, avec l'intégration de l'UPR. Donc, allons-nous présenter une alternative à ces gens-là, une alternative humaine et politique, ou non? Et à la réponse à cette question se déterminera la ligne de fracture et la base de l'unité du mouvement. Donc, je veux dire que nous avons beaucoup d'éléments en commun, mais nous avons des discussions à mener pour tracer une ligne politique claire. Bon, lorsqu'on parle du mouvement démocratique que vous venez donc de lancer le 22 novembre dernier, le mercredi, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau aux Tunisiens? Ceux aujourd'hui qui sont en train d'écouter cette interview avec vous, Sidi Ahmed Najib Chebi, vont se dire, écoutez, qu'est-ce qu'il a de nouveau à nous donner, Sidi Ahmed Najib Chebi? Vous avez parfaitement raison. Écoutez, nous arrivons avec une vision. Ce qui a manqué, à mon sens, et je crois que les Tunisiens le partagent largement, aux différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays depuis 2011, c'est cette absence de vision. Et nous avons des preuves. Le pays a connu ce séisme politique en 2011 pour des raisons économiques et sociales. D'abord, c'est par la suite que le mouvement s'est transformé en de la révolution. Là. La révolution. Oui. La révolution a posé deux questions essentielles. L'emploi des jeunes et le développement des régions. Lorsqu'on demande aux différents gouvernements qui se sont succédés, qu'avez-vous fait dans ce domaine? Vous ne trouverez pas grande réponse. Rien n'a été fait sur le plan du développement des régions, rien n'a été fait pour l'emploi des jeunes, sauf des politiques actives d'emploi, comme Aqd el-Karama ou le Bastana, et ce ne sont pas des politiques d'emploi. C'est des choses qui existent pour pallier au déficit de politique d'emploi. Et souvent populistes. Donc, et de toutes les façons éphémères et qui ne constituent pas un choix ou une politique. Alors, qu'apporte le mouvement démocrate? Il apporte une réponse. Il dit, pour employer les jeunes, il faut au moins deux conditions. Un, qu'ils soient formés et qu'ils aient les compétences pour s'employer. Et deux, il faut qu'il y ait des entreprises capables d'absorber une main-d'œuvre qualifiée. C'est la seule façon d'employer les jeunes de manière pérenne et durable. De là découlent deux grandes priorités qui sont totalement délaissées actuellement en Tunisie. Un, une révolution scolaire. Nous sommes classés parmi les derniers des derniers au plan international. Nous avons des centaines de milliers de jeunes avec des diplômes qui ne leur permettent pas d'avoir des emplois. Donc, sans réformer le système de l'éducation, de la formation professionnelle et de la recherche, de manière à rattraper notre retard, à intégrer la société du savoir, il n'y aura rien de fait. Donc, un plan décennal
de réforme de l'enseignement est vital pour la Tunisie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les partis politiques qui sont au pouvoir ne souhaitent pas travailler sur ces questions-là? Ce n'est pas une question de souhait, c'est une question d'action. Oui. Citez-moi. Est-ce que c'est si facile que ça, peut-être, de changer avec une UJTT, donc l'Union, donc la centrale syndicale qui est aux aguets sur certaines questions? Les marges de manœuvre ne sont pas. Il faut être réaliste aussi, donc par rapport à la situation du pays. On viendra à l'UJTT si vous voulez. Mais d'abord, demandons-nous qu'ont fait les gouvernements successifs dans le domaine de la réforme scolaire. Je demanderai une seule mesure. Il n'y en a pas. Et pourquoi? C'est que la conscience de la nécessité et de la priorité de ce chantier est absente. Lorsque M. Chahed m'a consulté lors de la formation de son premier gouvernement, je lui ai dit, M. Chahed, vous avez 3 priorités. L'enseignement, la relance de l'industrie sur la base de l'innovation, et le troisième, c'est le développement régional. Si vous avez autour de vous 3 grosses pointures qui sont conscientes de l'état des lieux, de comment on fait les pays qui ont gagné et qui donc ont la détermination de le faire, vous allez réussir. Mais malheureusement, ces priorités de transparence ne transparaissent absolument pas des plans gouvernementaux. Et donc, le problème est là. Maintenant, vous me parlez des obstacles créés par l'UJTT. Je dis oui, malheureusement. Parce que dans la révolution scolaire, la première question, ce sont les ressources humaines. Sans former les formateurs, il n'y aura pas de révolution scolaire. En Corée, l'État forme de manière continue 25% chaque année du personnel enseignant. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, tous les enseignants auront subi une formation un recyclage. Un recyclage. C'est le prix de la du corps professoral et enseignant. Si les représentants syndicalistes ne mettent pas eux-mêmes, en tant que citoyens, cette grande réforme au cœur de leurs préoccupations, ça sera un obstacle. Et nous avons vécu avec amertume la lutte entre l'ancien ministre de l'Éducation et les syndicats qui nous ont fait perdre 2 années. Donc c'est un problème à résoudre par le dialogue, mais le dialogue mené par un leadership conscient des besoins du pays et ferme, qui n'achète pas la paix sociale en donnant le pouvoir à des forces extra-parlementaires et en dehors des institutions élues. Parce que nous assistons aujourd'hui à une réalité qui ne rend pas les Tunisiens heureux. Les ministres partent ou sont nommés avec l'aval de forces qui n'ont pas été élus pour cela. Justement, et vous me donnez donc une perche pour la question prochaine, Sid Ahmed. S'agissant du régime politique mis en place, alors aujourd'hui, certaines partis politiques influentes dans le pays essayent de dire que le régime politique que nous avons adopté en 2014, dans la constitution de 2014, est un régime politique qui est complètement biaisé, qui n'arrive pas à mettre en place une stabilité de gouvernance. Êtes-vous de cet avis ? Je continuerai 2 mots sur le projet parce que l'auditeur n'aura pas compris qu'est-ce qu'on apporte en tant que mouvement démocrate. Très vite, la révolution scolaire ne suffit pas. Il faut que l'industrie, l'agriculture et les services se rénovent et soient relancés sur la base de l'intégration du savoir et du produit de cette révolution scolaire. Sans cela, le produit tunisien ne sera pas compétitif et le déficit commercial ne sera pas rétabli. C'est un autre chantier de 10 ans et le dernier chantier de 10 ans, c'est celui du développement régional, les services de base essentiels à tous les Tunisiens pour qu'il y ait une véritable égalité de chance. Vous me diriez, 10 ans, c'est loin. Je vous dis, si on avait commencé cela il y a déjà 7 ans, on serait près du but. Et une vision, ce n'est pas sur 1 an ou 2, c'est généralement au moins à moyen terme. Voilà donc la vision le programme que vous avez pour le régime politique. Tout régime politique est perfectible. Et le régime tunisien en premier, parce que c'est un régime hybride. Et nous vivons actuellement une lutte qui ne dit pas son nom, mais elle est réelle et nous la vivons tous les jours en tant que politique et médias. C'est la lutte entre les 2 têtes de l'exécutif, le président de la République et le chef du gouvernement. Ce n'est pas la première fois. Elle a causé la chute de M. Sid et peut-être qu'elle causera la chute de M. Cheikh.
de toutes les façons, nous avons besoin de réformer. Avez-vous des éléments qui indiquent ceci ou c'est votre lecture qui parviennent, vous savez, les informations ne sont pas seulement celles qu'on dit officiellement dans les médias, mais c'est les informations qui fusent d'un peu partout. Il y a une véritable crise au sommet de l'État qui s'ajoute à la crise politique générale et à la crise sociale. Mais revenons au régime politique. Moi, je voudrais attirer l'attention des Tunisiens, et particulièrement les Tunisiens qui nous écoutent, sur les dangers d'une réaction. On croirait que, en transformant notre régime de régime hybride en régime présidentiel, le président de la République ferait ce qu'il veut. Je leur dis non. Regardez M. Trump. Il est le représentant même du régime présidentiel. Et il peine à faire passer sa volonté parce que face à lui, il y a ce système de check and balances, c'est-à-dire de poids et contre-poids. Et donc, dans aucun pays démocratique, voilà, il y a un système d'équilibre qui est nécessaire pour la bonne marche de l'État. Donc, le retour à un président mais là, vous parlez, excusez-moi, Sidi Ahmed, de vous interrompre, mais là, vous parlez d'une démocratie confirmée. Là, nous sommes dans une démocratie, dans une transition, même pas une démocratie, dans une transition démocratique qui est entourée par des dangers latents. Précisément, il nous faut nous inspirer des expériences avancées. Comment allons-nous nous retrouver si on voit... Et pour le régime électoral, c'est vrai qu'il est à parfaire. Mais je leur dis, regardez le régime électoral uninominal à un tour aux États-Unis, ou le régime hybride en Allemagne, à moitié uninominal et l'autre de liste. Uninominal. Il aboutit à déséquilibre, plus loin, équilibre. C'est-à-dire que avec la démocratie, il faut s'attendre et s'habituer à construire un équilibre pour gouverner. Donc, je suis d'accord pour faire évoluer le régime tunisien vers un peu plus de centralisme, un peu plus, mais... Vers le présidentiel. Vers le régime présidentiel. J'ai toujours défendu cette idée dès avant la Révolution, et je maintiens mon point de vue, mais un régime présidentiel démocratique, où le président ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, oui, pour faire évoluer notre régime vers un régime présidentiel, oui, pour revoir notre régime électoral, notre mode de scrutin, pour le faire évoluer, pour une meilleure représentation des Tunisiens, mais ne croyons pas que c'est la baguette magique et que tous nos problèmes vont être résolus. Le problème est un problème de personnel politique. Le personnel politique dans les pays avancés est très différent du personnel politique que nous avons. Et c'est ça qu'il faut changer. Alors, les municipales de 2018, vous avez déclaré que vous êtes intéressé par cette joute électorale. Est-ce que vous allez vous présenter donc dans toutes les communes du pays ou est-ce que vous avez choisi quelques communes? Avez-vous donc des militants pour essayer donc de les mettre sur les listes donc demandées par le régime électoral? Ça serait prétentieux que de dire nous allons nous présenter, nous, parti qui a à peine 3 jours d'existence, nous allons nous présenter dans l'ensemble des circonscriptions. D'abord, y aura-t-il élection municipale en 2018? J'ai un petit doute, parce que nous n'avons pas une instance électorale